Chers téléspectateurs et internautes de Léon Joléo, nous sommes au Nord Kivu, précisément à l'est de la RDC. Et aujourd'hui, Léon Joléo Nord Kivu reçoit pour vous Muhindo Mwanda, qui est enseignant dans plusieurs universités ici à l'est du pays. Et la question qui est sur les points aujourd'hui, c'est la question de l'état du siège qui a été décrété par le gouvernement congolais, donc à l'est de la RDC, précisément au Nord Kivu et à l'Ituri. Et aujourd'hui, on reçoit professeur, bonjour. Bonjour. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Je suis le docteur Muhindo Mwanda, je suis professeur, enseignant attaché à l'université officielle de Rwenzori de Butembo. Ah oui, vous êtes docteur en relations internationales. On peut savoir qu'est-ce que l'état du siège? Voyez-vous, commençons par ce que c'est l'État, avant de passer à l'état du siège. L'État, c'est une organisation qui se distingue des autres organisations par une seule chose, la capacité d'imposer la contrainte pour avoir de l'ordre dans un espace bien déterminé et dans lequel se trouve une population bien déterminée. L'État, c'est une organisation qui se distingue des autres par ce que Weber appellerait le monopole de la contrainte. Dans le cadre de l'exercice de ce monopole de la contrainte, l'État se dit, il faut que je crée de l'ordre à l'intérieur et il faut que je me protège contre des menaces extérieures. Dans le cadre de la création de l'ordre à l'intérieur, l'État fait recours à ce qu'on appelle la police. Et la police, elle est rattachée au ministère de l'Intérieur. Pour ce qui concerne au contraire la conservation de l'intégrité du territoire, c'est-à-dire la protection contre les menaces extérieures, là, l'État fait référence à l'armée, qui est aussi rattachée au ministère de la Défense. Donc pour ceux qui nous écoutent, ce n'est pas pour rien que l'État prévoit à son sein un ministère de l'Intérieur pour la sûreté interne et un ministère de la guerre ou le ministère de la Défense pour la sûreté internationale, c'est-à-dire toutes les fois qu'il y a des menaces qui proviennent d'en dehors des frontières. Là, c'est l'armée qui est appelée en cause. Il peut néanmoins arriver qu'il y ait une interpénétration entre les deux missions. Par exemple, lorsque la police est débordée par des manifestants, il faut une autorisation spéciale pour qu'un maire de ville ait la possibilité de faire recours à l'armée. Le travail de l'armée, c'est de faire la guerre. Et lorsqu'on dit la guerre, on fait référence à une contraposition armée entre deux armées des deux États. Dans le cas contraire, il s'agit tout simplement d'un conflit armé. Donc il y a une différence entre un conflit armé et une guerre. Un conflit armé peut troubler l'ordre public et il devrait être de compétence, n'est-ce pas, de la police. Mais lorsque la police ne peut pas réussir à résoudre ce conflit armé, c'est alors qu'on fait recours de manière exceptionnelle à l'armée. Mais lorsque la police peut juguler le problème, on n'a pas besoin de faire recours à l'armée. Mais lorsqu'il y a une menace à l'intégrité du territoire qui provient surtout de l'extérieur, là c'est l'armée qui doit immédiatement intervenir. Je commençais par là, pourquoi? Pour essayer de montrer que lorsqu'on parle d'état de siège, il s'agit d'une mesure portant gestion exceptionnelle de l'État. Parce qu'en réalité, lorsqu'il y a état du siège, il y a transfert des pouvoirs des autorités civiles à l'armée, des autorités judiciaires à l'armée, des autorités policières à l'armée. Donc tout ça signifie que tout retourne à l'armée, tout retourne à celui qui a la tâche de s'occuper de la sécurité internationale, celui qui a la tâche de se battre pour l'intégrité du territoire. Vous captez un peu ce que je veux dire? Déjà, il s'agit d'une manière exceptionnelle de gérer l'État, parce que pour gérer l'État, pour la sûreté interne, on utilise la police. Et pour la sûreté interne, on utilise les juridictions civiles. Et les juridictions militaires
ne sont utilisés que pour ceux qui ont été attrapés dans les infractions de caractère militaire. Dès lors qu'on décide de l'état de siège, ça signifie qu'on est déjà dans une des manières de gérer l'état de manière et de façon exceptionnelle parce que l'armée va faire ce que les civils pouvaient faire, ce que la police pouvait faire, ce que, n'est-ce pas, les juridictions civiles pouvaient faire. Alors, en réalité, cet état de siège, ce transfert du pouvoir civil aux militaires, c'est le deuxième degré de gestion exceptionnelle de l'État. Parce que lorsqu'il y a un problème, on peut commencer par une mesure un peu plus basse, c'est l'état d'urgence. En cas d'état d'urgence, on renforce tout simplement les pouvoirs des civils qui gèrent les différentes entités. Nous allons nous rappeler par exemple qu'au temps où nous avons eu le coronavirus, et même jusqu'aujourd'hui, les pouvoirs des maires, les pouvoirs des gouverneurs et les pouvoirs des autres se sont retrouvés renforcés parce qu'ils avaient la possibilité de limiter nos libertés. Et ils avaient la possibilité de limiter nos libertés. Il y avait une raison. Si nous consommions toutes nos libertés, alors la probabilité que nous avions de contaminer les autres était trop élevée. Donc il y avait une situation exceptionnelle. Et dans ces conditions-là, on a renforcé juste les pouvoirs des civils qui étaient en place, de telle manière que l'on essaye de mitiger, de lutter contre les effets de la pandémie. Ça, c'est le premier niveau. On veut lutter contre les effets de la pandémie. On limite, on renforce les pouvoirs des autorités civiles, mais on limite certains droits, comme le droit à la circulation. Vous pouvez dire, et désormais, les véhicules ne transportant pas la nourriture ne vont plus partir de Butembo vers Goma. Cela vient limiter un droit fondamental, le droit à la circulation. Vous captez un peu ce que je veux dire? Ou bien on vous dit, il y a couvre-feu. Donc au-delà de 22 heures, vous n'allez plus prendre votre bière. Et ça aussi, c'est une limitation de certaines libertés. Pas la liberté à prendre la bière, mais la liberté à circuler sur le territoire national. Vous captez? Alors à ce niveau-là, déjà, il y a une gestion exceptionnelle de l'État. Exceptionnel, pourquoi? Parce qu'il y a certaines libertés que l'État doit reconnaître à ses citoyens, la liberté de circulation, par exemple, ou la liberté pour les enfants d'aller à l'école, la liberté d'instruction, qui ont été restreintes pendant cette période, mais sans remplacer les autorités civiles par les militaires. Alors l'état de siège, c'est le deuxième niveau. Lorsque, et ici, je voudrais bien faire avec vous la lecture de l'article 85 de notre Constitution, qui dit ceci. Lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance et l'intégrité du territoire national, ou qu'elles provoquent l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état de siège. Je vais essayer de commenter ça rapidement. Voyez-vous, on dit, lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national, ou qu'elles provoquent l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état de siège. Vous voyez qu'ici, au président de la République, dans ces deux cas, deux possibilités. Ou de proclamer l'état d'urgence, c'est-à-dire là, il laisse les civils, mais il renforce leur pouvoir. Et il limite les libertés, quelques libertés des citoyens. Ou l'état de siège, maintenant là c'est différent. Lorsqu'il s'agit d'état de siège, il s'agit d'une chose beaucoup plus intéressante, beaucoup plus forte que l'état. Parce que nous avons déjà vécu l'état d'urgence pendant le temps de confinement. Du confinement, ça c'était déjà l'état d'urgence. Mais lorsqu'on parle d'état de siège, mon cher, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus sérieux. C'est-à-dire, lorsqu'il y a l'état de siège, il y a le transfert des pouvoirs de la police, de l'autorité civile, tout ça à l'autorité militaire. Il y a la création des juridictions militaires et l'extension des pouvoirs de la police qui comprend notamment
l'armée remplace la police pour la sécurité publique. Vous voyez que c'est anormal par rapport à ce que je vous disais avant. Deuxième chose, certaines libertés de l'État, de l'État de droit, la circulation, la manifestation, l'expression sont fortement restreintes. Les médias sont contrôlés. Le couvre-feu peut entrer aussi en vigueur pour les territoires concernés. On peut aussi mobiliser toute la nation, c'est-à-dire faire payer aux autres l'effort de guerre, ceux qui ne sont pas dans cette zone. Les tribunaux civils sont remplacés par les tribunaux militaires. Vous vous rendez compte que c'est déjà une mesure beaucoup plus grave que l'état d'urgence. Maintenant, au-delà de l'état de siège, il y a une dernière mesure qui est plus forte, c'est l'état de guerre. Et l'état de guerre. C'est à ce moment-là, tout est carrément suspendu. Tout est carrément suspendu, les écoles ferment, tout ferme et tout s'est fait en fonction de la guerre. Et là aussi, c'est au cas où l'intégrité territoriale de l'État est menacée. Alors, vous m'avez posé la question de savoir qu'est-ce qu'est l'état d'urgence. En résumé, je commençais par vous expliquer qu'est-ce qu'est l'État et quel est son mode de fonctionnement. Dans les conditions normales, la police s'occupe de la sûreté interne et l'armée de l'intégrité territoriale et de la sûreté, n'est-ce pas, internationale. Donc, lorsque les menaces proviennent de l'extérieur. Alors, l'article 85 de notre Constitution dit que lorsqu'il y a une menace à l'intégrité territoriale, ou bien il y a une autre condition qui fait que les institutions de l'État ne fonctionnent pas normalement, le président de la République a la possibilité de décréter ou bien l'état d'urgence ou bien l'état de siège. Et lorsqu'il décrète l'état de siège, ça signifie tout simplement que les pouvoirs des civils sont transférés aux militaires. Donc, concrètement, le gouverneur de province devrait être remplacé par un général. Devrait ou sera au cas où on allait jusqu'à ce niveau-là, parce qu'on attend encore la signature du président, et il devrait être remplacé par un général, et dans ces conditions-là, parce que ce sont les députés qui l'avaient élu. Vous comprenez? Ce sont les députés qui l'avaient élu. Dès que lui tombe, eux aussi tombent. L'Assemblée provinciale ne devra plus, n'est-ce pas, fonctionner. Alors, professeur, est-ce qu'on peut savoir les avantages? Pouvez-nous parler des avantages de ce tas de sièges et aussi les inconvénients, professeur? Voici mon point de vue. Lorsque vous êtes dans un état normal, un état où vous n'avez pas une armée infiltrée, un état où vous n'avez pas une armée remplie d'étrangers, et une armée donc des mercenaires, s'il faut le dire dans des termes beaucoup plus techniques, lorsque vous avez un état où le militaire est payé, surtout lorsque vous avez un état où le militaire a un comportement et une prestation exemplaire, alors là, il est possible que dans les cas d'espèce, l'on dise on décrète un état de siège. Le raisonnement, c'est celui-ci. Lorsque vous vous rendez compte qu'il y a un problème dans votre pays, vous êtes président de la République, vous cherchez parmi les couches de votre population ceux qui peuvent mieux résoudre ce problème parce qu'ils vous ont démontré qu'ils font déjà bien leur travail. Vous captez? Et alors, à ce moment-là, si ce que nous avons de mieux dans notre République, c'est l'armée, et si l'armée nous a déjà démontré que c'est elle qui est capable déjà de bien faire son travail, alors, lorsqu'on est en présence du problème comme celui des bénis de la sécurité à l'est de la République, on devrait dire, écoutez, c'est l'armée qui doit régler ce problème. C'est de la même manière que lorsque les savants, nous, les intellos, nous sommes exemplaires. Lorsque nous sommes exemplaires, alors, lorsqu'il y a un problème de gouvernance au niveau de l'État, on peut dire, vu que nos intellectuels sont exemplaires, vu que nos intellectuels sont les plus performants, alors plutôt que de composer un gouvernement des politiciens, on va composer un gouvernement des technocrates. Vous comprenez un peu la logique? Donc, les avantages de l'état de siège peuvent être la sécurisation si et seulement si l'armée a été jugée exemplaire et efficace.
avoir des conséquences néfastes. Au cas où l'état de siège était décrété en présence d'une armée exemplaire et efficace, à ce moment-là, on s'attendrait à la paix, même demain, on ne passerait même pas une semaine. Mais au cas où cet état de siège est décrété en présence d'une armée, je ne veux pas dire inefficace, mais c'est quelque chose de ce genre, et je le dis comme citoyen, parce que si elle était efficace, en tout cas, en Béni, nous n'aurions plus de morts, nous n'aurions plus autant de groupes armés que comme nous en avons, n'est-ce pas, dans la zone. Et voilà un peu ma réponse à votre question. Bon, aussi, les avantages avant que vous nous éclairez sur la procédure de la déclaration de l'état de siège, pouvez-vous nous parler aussi des inconvénients de l'état de siège, professeur? Non, en cas d'insécurité, si vous avez une armée, vous avez une armée disciplinée, vous avez une armée efficace, en cas d'insécurité, et selon ce que l'article 85 de la Constitution dit, lorsqu'il y a des menaces à l'intégrité territoriale, où il y a des conditions telles que les institutions de l'État ne fonctionnent pas normalement, on passe à l'état d'urgence ou à l'état de siège. Lorsqu'on est dans des conditions normales, on a une armée, je le répète, exemplaire et efficace, je vous dis que l'état de siège, c'est d'habitude la solution. Mais lorsque, et c'est notre cas, nous ne sommes pas devant une armée exemplaire, nous ne sommes pas devant une armée efficace, on ne serait pas en train de vivre tous ces malheurs tout ce temps. Et alors à ce moment-là, l'état de siège ne peut qu'avoir des conséquences fâcheuses et inattendues. Si vous aviez besoin plutôt de savoir qu'est-ce qui va se passer pour les cas spécifiques de la République démocratique du Congo, quelles sont les éventuelles conséquences de cet état de siège, c'est une autre paire de manches. Mais je répète, lorsque vous essayez de voir les cas congolais, on a une armée infiltrée. Dans notre armée, il y a des étrangers. Et nous avons une armée qui est le résultat du brassage et du mixage. C'est-à-dire, lorsqu'on décrète l'état de siège, ça signifie qu'on risque d'avoir des gouverneurs infiltrés, des maires infiltrés, des bourgmestres et des bourgmestres infiltrés. Ou bien, on peut avoir même un gouverneur étranger. Cela est arrivé dans ce pays. Ah bon? On peut avoir... Mais il y a un, il ne faut pas le cacher, il y avait un certain James Kabarebe. Et il était ougandais, puis il est devenu congolais, et puis actuellement il est rwandais. Cela est arrivé dans cette république. Donc c'est pas moi qui le dis. Alors, à ce moment-là, vous vous rendez compte que dans la configuration actuelle de notre armée, faire l'état de siège, ça signifie contempler la possibilité qu'un infiltré devienne gouverneur, maire ou bourgmestre ou administrateur de territoire. Qu'un étranger devienne gouverneur, maire ou administrateur de territoire. Attention, il y a même mieux que ça. Les étrangers peuvent être mis à ce poste sans qu'on le sache. Il y a même mieux. On sait que notre armée est le résultat du brassage et du mixage. C'est-à-dire, si moi j'étais un ancien milicien, on signe des accords, j'entre dans l'armée avec mon grade autoproclamé. Vous captez un peu ce que et je deviens général. C'est de cette manière qu'on a mis fin à la plupart des guerres dans la zone. Le CNDP vient pour qu'on en finisse. Bon, on reconnaît les titres de cela. Et les M23 vient pour qu'on en finisse. On essaie de régler la question de cette manière. Vous captez que dans ces conditions, ceux qui entrent dans l'armée, parfois ils peuvent avoir comme chef leur ancien chef rebelle. Voulons-nous mettre la République de ce côté entre les mains de ceux-là? Voilà, ça c'est encore beaucoup plus, c'est encore beaucoup plus grave. Nous avons tous attendu, c'est pas le professeur Mwanda qui le dit, que la solde des militaires est régulièrement détournée. Lorsqu'on transfère les pouvoirs des civils vers les militaires que nous connaissons comme détourneurs, que va-t-il se passer? Non, il y a mieux, mon cher Manzekel. Il y a mieux, mon cher Manzekel. On sait à quel niveau on en est de la confiance que la population a à l'égard de l'armée. Alors, lorsque la confiance de la population à l'égard de l'armée est basse, c'est compliqué. Voyez-vous maintenant avec cette mesure même, ce qui est bizarre,
c'est que c'est une mesure qui semble punitive à l'égard de ceux qui gèrent ces entités, les civils qui les gèrent. C'est comme si ils avaient défailli. Mais moi, je sais que le gouverneur n'est pas dans la chaîne de commandement qui concernerait l'armée. Il est attaché plutôt au ministère de l'Intérieur. Le maire de même, l'administrateur du territoire de même et les bourgmestres. Et alors à ce moment-là, vous enlevez un gouverneur qui n'avait même rien à dire pour ce qui concernait la guerre, ou un maire qui n'avait rien à dire pour ce qui concernait la guerre. Ça signifie que vous tapez à côté où vous avez plutôt un autre plan. Tenez, vous prenez toute cette zone, avec l'armée qui dysfonctionne, l'insécurité qui y sévit. Vous pouvez même mettre le Fils de Dieu lui-même à la tête des mairies, à la tête des... Ça ne va pas marcher. C'est comme donner à un expert chauffeur un véhicule sans moteur. Le moteur de l'État, c'est l'armée. Le moteur de l'État, c'est l'armée. Et alors à ce moment-là, vous m'avez mis maire de ville. Moi, je suis le chauffeur. Mais vous me donnez un véhicule sans moteur. Et après, c'est moi qui vous sanctionnez comme si je n'étais en train de rien faire. Alors que c'est vous qui ne m'avez pas donné un véhicule adéquat. Je peux être un bon chauffeur. Et c'est la même question qui se pose dans cette République à propos de nous, les professeurs. Mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de professeurs dans cette République et il y a un échange? Même histoire. Le véhicule n'a pas de moteur. S'il y avait des moteurs, nos intelligences serviraient à le conduire. Ou bien qu'on les mette maintenant en profit pour essayer de voir comment on fabrique le moteur de l'État, l'armée. L'indépendance, voilà, hein, l'armée pour l'indépendance. Oui, professeur, nous sommes vers la fin et avant peut-être d'aller vers la fin de notre émission, pouvez-vous nous parler du processus pour qu'on proclame l'état de siège? Pouvez-vous nous parler aussi de ça? Et ça dire combien d'états, professeur? Voyez-vous, c'est l'article que je vous lisais déjà, j'espère que je vais immédiatement y tomber, on dit: lorsque les circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national ou qu'elles provoquent l'interruption du fonctionnement régulier des institutions. Donc là, je peux vous poser la question comme si on était à l'école. Quelles sont les conditions pour que l'on en arrive à l'état d'urgence ou à l'état de siège? Il faut qu'il y ait des circonstances graves qui menacent quoi? Qui menacent de manière immédiate l'indépendance et l'intégrité du territoire. Première condition. Deuxième condition, il faut qu'il y ait des circonstances qui provoquent l'interruption du fonctionnement régulier des institutions. Vous captez ici qu'il faudrait que celui qui prend cette mesure soit capable de démontrer qu'il existe des menaces graves à l'intégrité du territoire congolais et qu'il démontre aussi qu'il y a interruption du fonctionnement des institutions. Ça, sont ça les conditions, dès le départ. Dans ces conditions, maintenant, une fois qu'il vient de contempler ces conditions, le président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état de siège, écoutez maintenant, après concertation avec le Premier ministre et le président des deux chambres, conformément aux articles 144 et 145 de la présente Constitution. Vous voyez que, donc, le président, il devrait constater que, de manière immédiate, l'indépendance ou l'intégrité du territoire congolais sont menacées. Il devrait constater, qu'il y a des circonstances qui font que les institutions, le fonctionnement des institutions est interrompu. Dès qu'il vient de faire ce constat, qu'est-ce qu'il devrait faire? Il devrait entrer en concertation avec le Premier ministre et le président des deux chambres, conformément aux articles 144 et 145 de notre Constitution. Après avoir fait cela, il devrait informer la nation par un message. Et l'article 85 dit: les modalités d'application de l'état d'urgence et de l'état de siège sont déterminées par la loi. Voyez-vous, lorsqu'il vient de se concerter avec les présidents des deux chambres, conformément aux articles 144 et 145, ce président, il représente les élus. Donc, il faudrait qu'il y ait une loi, quelque part, qui accompagne tout cela. Alors,
Et lorsque le président de la République vient de décréter de cette manière l'état d'urgence, il y a deux types de mesures qu'il prend. La mesure comprenant l'état d'urgence comme tel. Hein. Ouais. Ça, c'est au niveau du président de la République et sans aller à gauche, à droite. Mais il y a la deuxième mesure, c'est... la mesure d'état d'urgence, ça c'est au niveau du président de la République, mais après avoir consulté, n'est-ce pas, les deux chambres, n'est-ce pas, et le Premier ministre. Et ça, c'est la première mesure. Donc, dès qu'il vient de décréter avec la première mesure l'état d'urgence, il va prendre une deuxième décision, celle portant maintenant nomination de ceux qui vont gérer et tous les pouvoirs qui ont été transférés, n'est-ce pas, des civils vers les militaires. Voilà grosso modo comment ça se passe. Oui, merci beaucoup, cher professeur. Avez-vous un message en particulier adressé au peuple congolais? Moi, je crois que dans les conditions actuelles dans lesquelles se trouve la République, c'est vrai que de ce côté, nous avons suffisamment souffert. Et nous avons besoin de solutions à nos problèmes. Mais nous n'avons pas besoin de n'importe quelle solution. Cette mesure particulière, c'est une mesure qui peut être pensée salvatrice. Mais c'est une mesure, à mon avis, qui ne laissera directement pas. J'ai tout l'espoir de me tromper. J'ai tout l'espoir de me tromper pour une seule raison. Moi et tous ceux qui vivent à l'est de la République démocratique du Congo, nous ne rêvons que de la paix. J'ai l'espoir de me tromper, que cette mesure ne va pas fonctionner. Mais je pense qu'elle risquerait de dysfonctionner pour des raisons que je vous ai déjà données. L'armée est encore infiltrée. L'armée n'est pas encore républicaine. Elle est le résultat du brassage et du mixage. L'armée est remplie encore de corrompus et d'étrangers. Je ne veux pas démobiliser ceux d'entre nos militaires qui sont prêts à perdre leur sang à cause de notre République. Mais c'est cela la réalité des faits. Le risque qu'on court avec ce type de mesures, c'est que nous puissions avoir nos provinces, les deux, celle du Nord Kivu et de l'Ituri, gouvernées par des infiltrés. Nos villes, nos territoires et nos communes administrées par des infiltrés. C'est un risque et pas le moindre. C'est un risque et pas le moindre. Moi, je n'ai pas de message à donner à la population, mais je voudrais que par vos médias, j'arrive directement aux décideurs. Pendant qu'il sera en train de prendre ce type de mesures, je lui suggérerais de commencer par la première étape en attendant qu'il nettoie son armée. L'étape de l'état d'urgence. L'article 85 le lui permet. Lorsqu'il passe à la deuxième étape, c'est déjà étonnant avant qu'il ne nettoie son armée. L'autre chose que je peux lui demander, c'est de prendre tout simplement le courage, de prendre les fiches de tous les militaires qui sont dans la zone, s'ils ont été dans les rébellions, qui ont été financées par le Rwanda et l'Ouganda, qu'il les rappelle à Kinshasa et qu'il les place dans l'autre zone de la République. De telle manière que de ce côté, nous serons sûrs que nous aurons des militaires qui ont les mains pures et les militaires qui ne sont pas corrompus. Je ne veux pas multiplier mes recommandations. Je sais qu'il y a des militaires aussi sur lesquels pèsent des lourdes accusations. Et leurs noms ont été repris dans les rapports. Ceux-là, leur place devrait être en prison. Donc je demande au peuple d'appuyer cette idée et que collectivement nous demandions au président de la République de penser que la paix c'est une priorité dans la zone, mais que ce sont les bonnes solutions qu'il faut prendre. En tout cas, pas celles qui risquent d'empirer la situation. Professeur Mouindo Mwanda, nous vous disons merci. Merci à vous. Chers internautes de Léon Njoleo, nous sommes à la fin de notre émission où nous avons accueilli pour vous professeur Mouindo Mwanda qui a parlé largement sur l'état du siège décrété au Nord Kivu et à territoire de l'Ituri. Restez branchés à Léon Njoleo. Moi, c'est mon Mpenzi Manzekele. Au revoir.